sommes ensemble pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom et ils sont toujours avec nous sur ce plateau. Marc-Nvé Bécalé, maître de conférence à l'Institut universitaire de Troyes, Dientias Oris Armel Bonyolo et Pape Cabo. À présent, notre grand angle. Faciliter aux entreprises les formalités fiscales, juridiques, comptables et autres formalités liées à leur gestion quotidienne. C'est l'objectif de Legafrique Compta, une société ivoirienne. Cette plateforme sous forme d'application mobile née de l'idée commune de 3 entreprises que nous découvrons dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Lourdeur administrative, complexité du processus de formalisation, la peur des textes sont autant d'arguments avancés par les entrepreneurs pour opérer leurs activités dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Conséquence, plus de 80% des acteurs économiques du pays demeurent dans l'informel, selon la Banque mondiale. C'est à la méconnaissance des processus administratifs. Comment est-ce qu'on fait pour se légaliser, par où il faut passer, quel est le guichet unique, les documents à fournir. Très souvent, c'est un processus qui apparaît lent lorsqu'on ne prend pas la peine de bien se renseigner. Pour pallier ces problèmes, Youssouf Ballo et Franck Boni, 2 jeunes entrepreneurs ivoiriens, viennent de lancer une plateforme dénommée Legafrique Compta. Sous la forme d'un guichet unique, cette plateforme permet aux entreprises de réunir tous les documents pour faciliter leur enregistrement auprès du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Être formel, c'est un gain pour tout le monde. C'est un gain pour la nation, c'est un gain pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est un gain également pour toute l'économie. L'État de Côte d'Ivoire multiplie les initiatives en termes de dématérialisation et nous venons justement compléter cet effort qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire. Legafrique Compta, utilisable dans la zone OADA, composée de 17 pays, propose l'accompagnement juridique, l'appui à la comptabilité grâce à un cabinet d'expertise comptable et d'audit et l'appui à la gestion quotidienne de l'entreprise via un logiciel en ligne qui facilite le quotidien de l'entrepreneur. Pape, on sait qu'en Afrique subsaharienne, les PME sont encore confrontées à des démarches administratives complexes ou mal comprises et cela ralentit souvent le développement des entreprises. Est-ce que ce type de service est une vraie valeur ajoutée ? Oui, ce type de service, pour moi, c'est une véritable valeur ajoutée parce que le tissu économique dans les pays de la sous-région ouest africaine, comme sur l'ensemble du continent de manière générale, sont composés par des PME et d'autres entreprises artisanales que l'on pourrait qualifier de toutes petites entreprises, des TPE, qui, elles, sont encore de taille moyenne, mais qui font le maillage de l'ensemble du pays et qui occupent différents secteurs de l'activité. Il y a un intérêt effectif pour nos États à les immatriculer parce que justement ça permettra leur identification et éventuellement la collecte des impôts éventuels. Il y a aussi un gain à avoir par rapport à ces entreprises-là parce que ça leur permettra de pouvoir accéder au marché financier. Une entreprise qui veut solliciter un emprunt sur la place financière du monde, que ce soit localement ou à l'étranger, elle est obligée de présenter certains documents comptables que si l'entreprise n'est pas formelle, elle ne pourrait éventuellement pas le faire. Monsieur Bonyolo, on a vu l'État de Côte d'Ivoire multiplier les efforts pour la dématérialisation. Les autres sont, on peut dire, un peu à la traîne. Comment expliquez-vous l'incapacité de nos États à simplifier les démarches administratives dans la création d'entreprises? Non, mais il faut reconnaître que, je vais d'abord commencer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été une exception puisque, depuis une certaine année, à partir de 2015, il y a eu des efforts qui ont été faits de la part du gouvernement dans le but d'attirer les investisseurs et de permettre à la jeunesse de s'auto-employer, si je peux employer ce terme, de créer leur propre entreprise. Puisque vous savez, le taux de chômage était tellement arrivé à un stade élevé. Et je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des avancées au niveau des démarches administratives. Ça, il faut l'avouer. Aujourd'hui, moi-même, j'ai pu fonder un cabinet de recherche à Abidjan. Et lorsque je suis arrivé, effectivement, j'ai trouvé ces plateformes-là qui vous facilitent les démarches. Et même au niveau du CPC, il y a eu même un cadre d'échange qui a été mis sur pied dans le but de vous aider à créer facilement votre entreprise. Maintenant, par la suite, une fois que vous avez créé votre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le problème, c'est qu'il n'y a plus rien après. Puisque la petite entreprise n'a pas accès. En même temps, je vais arriver sur les problèmes au niveau continental. La petite entreprise que vous avez créée n'a pas accès
au financement. Voilà, c'est le premier problème que rencontrent les petites et moyennes entreprises qui viennent de se créer nouvellement par le biais de ces plateformes-là. Elle n'a pas de financement, elle doit encore payer les impôts, puisque une fois qu'elle se met dans le formel, une fois qu'elle est immatriculée, elle doit encore payer les impôts, alors que dans le fond, elle n'arrive pas à engranger des revenus. Non, c'est un problème très sérieux, puisque moi-même, je vous parle, moi j'ai créé un cabinet à Abidjan. Félicitations. Oui, félicitations. Et je vous raconte les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs. Je pense que cette difficulté, voilà, une fois que vous rentrez dans le cadre légal, à partir de là, il n'y a plus rien, puisque vous ne recevez rien. L'accompagnement n'est pas complexe, on va dire. Laisse-moi terminer, excusez-moi, il n'y a pas d'accompagnement. Je t'en prie, vas-y. En plus de cela, vous devenez imposable, puisque vous avez un compte contribuable de maintenant sur lequel vous devez verser de l'argent. Même si vous n'avez pas fait de revenus, vous êtes toujours imposable. Et par la suite, ces jeunes entreprises qui arrivaient à s'en sortir dans l'informel disparaissent avec le temps, puisqu'elles n'arrivent pas à faire les revenus, puisqu'il y a plus de dépenses que de recettes. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, en fait, il pointe du doigt la faiblesse d'un système comme celui-là. Nous l'avons toujours indiqué. La migration de l'informel vers le formel comporte des inconvénients. Toutes les entreprises du monde, lorsqu'elles débutent, je dis bien toutes les entreprises du monde, lorsqu'elles débutent, le financier n'aime pas le flou. Il aime bien savoir vers où il va, où il met son argent, quels sont les risques qu'il prend. L'entreprise qui était dans l'informel ne pourra jamais décrire son activité. Quand elle se formalise, c'est encore nouveau. Il faut une petite expérience dans l'activité, au minimum un exercice, pour qu'au moins elle puisse présenter un résultat. Cependant, donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra peut-être que le système soit amélioré, pour que l'on ne soit pas d'emblée dans la collecte d'impôts pour une entreprise qui débute dans la formalisation, qui se met en règle. Oui, c'est la faiblesse du système. Il y a une autre faiblesse. Il y a une autre faiblesse. Pour terminer et vous laisser, il y a une autre faiblesse qui est justement le e-dématérialisation. C'est que la plupart de ceux qui sont dans le secteur informel et qui ne connaissent rien. C'est l'autre grande difficulté. On leur dit en quelques clics, ça sonne bien. Pour un intellectuel comme vous vous en sortez facilement. Mais pour le gros de la troupe, celle qui est... Et c'est la grande majorité. C'est la grande majorité. Ceux qui sont ciblés, ils vont avoir énormément de difficultés. Je pense que là, il y a une niche, même pour les jeunes qui sortent des universités, ils peuvent se formaliser en structure d'accompagnement. Juste un point. C'est vrai que la frilosité des banques, ça c'est bien connu en Afrique. Quand bien même, en lien avec ce que vous disiez, il existe ailleurs ce qu'on appelle les venture capitalists. Donc ce sont des gens qui prennent énormément de risques sur effectivement des activités dont ils estiment elles ont de l'avenir. Non, mais ce que je voulais rajouter sur ce qui a été dit, que j'approuve absolument, c'est quoi? C'est que c'est vrai, ce qui a été mis en place récemment en Côte d'Ivoire est absolument à saluer. Il faut favoriser des plateformes de ce genre pour renforcer le tissu de la petite et moyenne entreprise dans les pays africains. Mais en même temps, je crois qu'il y a le dispositif qui me semble également essentiel doit porter, de mon point de vue, à trois niveaux essentiels. Lesquels? Il y a bien sûr vous avez évoqué le financement, ça c'est un volet fondamental. Il faut soutenir ces petites entreprises. Il faut soutenir ceux qui ont de l'initiative, les jeunes entrepreneurs. Mais il y a également le volet formation. Le volet formation, ça rejoint ce que vous dites. Absolument, qui est essentiel, en ce sens qu'il faudrait mettre en place des structures de formation en lien avec la demande aujourd'hui, avec ce qui se fait, qui crée du travail, des emplois dans des pays occidentaux. Il y a ça, et puis il y a bien évidemment des mesures incitatives fiscales, n'est-ce pas, que vous avez évoquées tout à l'heure, qui convient d'améliorer justement pour booster le tissu économique. Et je crois que ces trois volets sont absolument essentiels pour ces petites... C'est-à-dire qu'une seule mesure ne sera pas suffisante, mais il faut tout un package qui permet de lancer la machine. Un dernier point que vous n'avez pas mentionné, et ce qui est très important, c'est qu'on oublie souvent que
les jeunes gens en Afrique sont dans l'informel. Oui. Mais qu'est-ce qui les pousse à rester dans l'informel? Mais ils sont dans l'informel parce que, bon, ils n'ont que des moyens dérisoires, ils ne sont pas accompagnés. Il y a donc, avec le peu de moyens qu'ils ont, plusieurs facteurs. Le peu de moyens qu'ils ont ne leur permet pas de rester dans l'informel. Mais quelque part, c'est pas pour fuir un peu les taxes et les impôts qu'ils préfèrent rester dans l'informel aussi. Non, pas seulement ça, justement parce que souvent il n'a pas les moyens. Moi, je pense que ça traduit la capacité de créativité des Africains. Non, c'est parce qu'il n'a pas les moyens, monsieur, il n'a pas les moyens d'être dans le formel. Ça, je vous l'assure. Ça traduit d'abord, si on peut discuter, si on peut, par exemple, si on peut changer. Oui, d'accord, je parle d'un exemple. Allez-y. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas les moyens de payer, par exemple, on lui demande de prendre un local. Un local dont le coût est plus élevé que ses revenus. Est-ce qu'il pourra le faire? C'est parce qu'il ne peut pas le faire, par exemple, qu'il est obligé de se mettre dans les moyens dérisoires. C'est pourquoi je parle de... Excusez-moi, un autre point. Ce qu'on oublie, c'est que dans les États africains, le pouvoir d'achat de la population n'est pas élevé. Il est très faible. Et ça, je l'ai vu, j'ai vu ce cas-là au Congo-Brazza. Oui. Mais il est difficile, par exemple, de mener des affaires au Congo-Brazza dans la mesure où c'est un pays qui est très attractif, effectivement, mais le pouvoir d'achat de la population ne permet pas aux jeunes entrepreneurs d'obtenir des revenus. Et c'est le cas dans la plupart des pays africains. En fait, il faut qu'on fasse la distinction entre deux choses. La formalisation, elle est une démarche qui est gagnant-gagnante, à la fois pour l'entrepreneur lui-même que pour l'État. L'État, ça lui permet de connaître à peu près son tissu économique, le nombre de PME, de TPE, d'entreprises moyennes, etc. Parce que beaucoup fonctionnent encore dans l'informel alors qu'ils ont la taille d'une PME d'une certaine envergure. Voilà. Elles sont nombreuses. Elles préfèrent continuer à fonctionner de cette manière. Ces entreprises-là, l'État a intérêt à aller vers elles. Par contre, là où il ne faudra pas qu'on fasse la confusion, c'est que la formalisation, c'est une démarche. L'accès au marché financier, c'est une autre démarche qui, elle, est liée aux résultats de l'entreprise et à ses projets futurs. Ça, aucune entreprise au monde. C'est pourquoi, donc, aucune entreprise financière au monde ne prendrait le risque de financer une entreprise pour laquelle elle n'a pas de visibilité. C'est pourquoi les États, de manière générale, mettent en place des dispositifs de financement comme l'ADER au Sénégal. Voilà, l'ADER au Sénégal, FNPJ, des types de dispositifs comme ça pour financer l'activité des jeunes entrepreneurs. Cela est aussi l'activité des femmes qui entreprennent et mettent en place aussi un dispositif d'accompagnement administratif et comptable. Ce dispositif-là, donc cette partie dont on parle, c'est le maillon faible. C'est-à-dire qu'il faudra corriger, et je pense qu'ils le verront et ils corrigeront, qu'on ne peut pas imposer une entreprise qui débute immédiatement. La législation fiscale sera revue dans ce sens-là. Parce qu'au lieu d'encourager l'initiative, en agissant de cette manière, on étoufferait ces jeunes-là. Il y a tout un travail à faire pour Monsieur Mvele, on parle de la paperasse administrative, mais pourquoi on ne parle pas aussi de la corruption? Parce que c'est aussi un frein à la création d'entreprises dans nos États africains. La corruption. La corruption, je crois que là, on se situe à un autre niveau maintenant. On se situe à un autre niveau parce que je crois que cette problématique-là touche moins les entreprises dont il est question ici. Alors donc la corruption, là, ça implique les plus grands groupes, ceux qui veulent acquérir des plus gros marchés, entre hommes politiques, etc. Donc, en tous les cas, ce que je pense, c'est qu'il appartient aux États de mettre en place des dispositifs pour lutter contre la corruption. Mais lorsqu'on a dit ça, le corrupteur c'est qui, le corrompu c'est qui? Alors voilà, ce sont des questions qui se posent aux sociétés africaines. Oui, il y a... Parce que dans nos sociétés, il faut le dire aussi, l'environnement des affaires n'est pas lui-même assaini. N'est pas clair. Il y a moins de transparence, il y a beaucoup d'obscurité. Et tout cela montre également les vertus de la démocratie, des sociétés, des pays où les hommes politiques sont élus en toute légalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de l'instant où on a constaté qu'un régime est prédateur, est foncièrement corrompu, et bien ma foi, aux prochaines élections, ce régime est viré. Alors donc, on voit là aussi que
c'est également la démocratie, c'est-à-dire les élections libres et transparentes qui vont favoriser tout un contexte qui touche jusque comme à l'activité économique, etc., etc. Et je pense que ce serait difficile. Oui, Monsieur Cabot. La corruption dans un environnement économique comme celui de notre continent, elle sera difficile à combattre et difficile à éradiquer. Donc on est mal parti là. Non, on n'est pas mal parti. Mais en fait, on y arrivera. Mais il ne faut pas espérer y parvenir comme si nous avions de gros moyens. Parce que justement, ces petites entreprises-là, si elles ne se formalisent pas, elles n'ont pas accès aux commandes publiques. Les marchés publics, c'est-à-dire les marchés de l'État. L'État commande énormément de choses. Mais ailleurs. Justement, parce que ces entreprises-là, tant qu'elles ne seront pas formelles, elles ne pourront pas déposer les éléments, les papiers nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, c'est aussi cet avantage-là. Donc, la formalisation a cet autre avantage, c'est que ça permet à ce jeune entrepreneur de pouvoir se positionner pour accéder au marché public qui se chiffre par milliards de francs chaque année et qui vont à des entreprises internationales, tout simplement parce qu'elles arrivent à produire des documents que les petites entreprises locales ne pourront pas produire, qui par contre vont faire le travail, parce qu'ils vont sous-traiter. Écoutez, ils vont sous-traiter. Vous savez, la question de la corruption, moi je pense qu'elle est encore un obstacle aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où on constate la mainmise des pouvoirs publics souvent dans les concessions des marchés qui se font gré à gré et qui sont souvent, la part est souvent faite dans des entreprises dont les dirigeants sont des amis ou des proches amis de tel, fils de tel. Voilà, des pouvoirs en place. Voilà, donc à cette allure-là, moi je pense que cela est encore plus difficile pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont encore pas les moyens ni les documents pour postuler à un appel en marché. Il faudrait quand même, si je peux me permettre. Monsieur, nous allons marquer une courte pause. Une pause. Ouais, restez avec nous dans quelques instants, la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.